Bonjour et bienvenue sur ACI Podcast, un podcast pour comprendre le vivant autrement. Moi c'est Béatrice, créatrice de ACI. Bienvenue dans mon univers. C'était un soir d'été. Il faisait chaud, la lune était pleine, et mon père et moi revenions d'une balade sur les bords de Loire pour écouter les grenouilles chanter dans la nuit, une de mes activités favorites. En rentrant, on a fait un petit détour par le jardin pour chercher des crapauds qui avaient niché là depuis quelques jours, que mon père avait repérés dans les petits buissons. Et c'est là qu'on les a vus. Des petites lumières vertes, douces, qui scintillaient dans l'obscurité. Immobiles, puis lentement en mouvement, comme des étoiles tombées dans l'herbe. C'étaient des vers luisants. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau, je ne savais même pas que ça existait, et encore moins que ça pouvait exister dans mon propre jardin, à 2 pas de ma maison. Ce soir-là, quelque chose s'est gravé en moi. Une de ces images qu'on ne perd pas. Un émerveillement pur, comme seule l'enfance sait en offrir. Ce souvenir, je l'ai gardé longtemps sans vraiment chercher à comprendre. Et puis un jour, j'ai voulu savoir. D'où venait cette lumière? Comment un être vivant pouvait-il produire de la lumière comme ça dans la nuit? Et surtout, pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Vous l'avez sûrement compris, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est la bioluminescence. Et donc, pour commencer, nous devons comprendre ce que c'est exactement. La bioluminescence, c'est-à-dire la capacité d'un être vivant à produire de la lumière, est apparue de façon totalement indépendante au moins 94 fois dans l'histoire de la vie sur Terre. 94 fois ont été répertoriées, mais en réalité on ne sait pas combien de fois exactement et nous ne le saurons jamais. Des bactéries, des champignons, des insectes, des méduses, des poissons, des vers marins, des calmars, des êtres vivants qui n'ont rien en commun, séparés par des millions d'années d'évolution et chez qui la même capacité est apparue indépendamment, fabriquer de la lumière. En biologie, on appelle ça la convergence évolutive et c'est l'un des phénomènes les plus fascinants de l'histoire du vivant. La convergence évolutive, c'est quand des espèces sans lien de parenté direct aboutissent à la même solution face à des contraintes. Pas parce qu'elles se sont concertées, pas parce que la nature a eu une intention, mais simplement parce que les individus qui portaient ce caractère survivaient mieux, se reproduisaient davantage et le transmettaient à leur descendance. La sélection naturelle a fait le reste. Et la bioluminescence n'est pas un cas isolé. La forme hydrodynamique du dauphin et du requin, par exemple, est apparue indépendamment chez des espèces qui n'ont aucun ancêtre commun récent, simplement parce que cette forme réduit la traînée dans l'eau et que les individus les plus hydrodynamiques survivaient mieux. Ou encore l'exemple des ailes des chauves-souris, des oiseaux et des papillons, qui sont toutes les trois des solutions indépendantes au même défi, le vol actif, sans qu'aucune de ces lignées n'ait hérité d'un ancêtre commun volant. Pour la bioluminescence, la contrainte est claire. Dans l'obscurité, qu'il s'agisse d'une nuit sans lune, d'un fond marin ou d'une forêt dense, produire de la lumière confère des avantages décisifs. Chasser, se camoufler, communiquer, se reproduire, les individus qui par hasard portaient une mutation leur permettant de produire de la lumière ont survécu et se sont reproduits davantage. 94 fois, dans des lignées totalement différentes, ce hasard s'est révélé avantageux. Et ça me fascine profondément. Alors, comment un être vivant fait-il pour produire de la lumière? Eh bien, la réponse tient en 2 mots, la luciférine et la luciférase. Ce sont les 2 acteurs principaux de cette réaction chimique. La luciférine est le substrat, ou autrement dit, le carburant si vous voulez. La luciférase, elle, est l'enzyme. C'est elle qui va venir déclencher la réaction. Quand les 2 se rencontrent en présence d'oxygène, il se produit alors quelque chose de remarquable, la production de lumière. Ces 2 mots viennent du latin lucifer, qui signifie porteur de lumière. Il y a quelque chose d'assez poétique là-dedans, vous ne trouvez pas? Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est la nature de cette lumière. C'est une lumière froide, pas de chaleur produite et donc pas d'énergie de perdue. Quasiment 100% de l'énergie de la réaction est convertie en lumière visible. Les ingénieurs qui ont inventé la lumière LED ont mis des décennies à approcher ce niveau d'efficacité. Le ver luisant, lui, l'a depuis des millions d'années. Avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier quelque chose qui prête souvent à confusion et que les articles références sur la bioluminescence marine soulignent très souvent. Quand on parle de la mer qui brille, on dit souvent qu'elle est phosphorescente. Mais en fait, c'est un terme qui est plutôt poétique. Il est ancré dans la littérature depuis des siècles et Darwin lui-même l'utilisait, mais scientifiquement, c'est un abus de langage. Dans les premiers écrits et pendant de nombreuses années, il était courant d'utiliser le terme phosphorescente pour décrire la bioluminescence, sans doute par abus de poésie.
Alors quelle est la vraie différence entre les deux? Eh bien, la bioluminescence, c'est ce dont on parle aujourd'hui. C'est la production de lumière par une réaction chimique, essentiellement sans chaleur. La lumière vient de l'intérieur de l'organisme, fabriquée par lui, sans source extérieure. C'est le ver luisant et les autres organismes que je vais vous présenter. La phosphorescence, c'est différent. Dans la phosphorescence, l'état excité est généré par absorption de lumière plutôt que par réaction chimique. Et l'émission de lumière persiste un certain temps après que la source d'excitation ait été retirée. Donc c'est le principe des objets qui brillent dans le noir après avoir été exposés à la lumière, comme les autocollants d'étoiles sur les plafonds des chambres des enfants par exemple. Et l'organisme, lui, n'est pas capable de fabriquer sa propre lumière. En gros, il la stocke et il la restitue ensuite. Et enfin, le dernier mot qu'on connaît tous, c'est la fluorescence. Les molécules fluorescentes ne produisent pas leur propre lumière. Elles absorbent des photons, ce qui excite du coup temporairement des électrons vers un état d'énergie plus élevé, et quand ces électrons retombent, ils émettent de la lumière. Contrairement à la phosphorescence, la fluorescence ne persiste pas quand la source d'excitation est retirée. C'est exactement ce qui se passe sous une lumière UV en boîte de nuit. Vos vêtements blancs ne fabriquent pas de la lumière, ils vont simplement la réémettre. Donc en résumé, la bioluminescence est la seule des trois où le vivant fabrique sa propre lumière de l'intérieur par chimie pure. Les deux autres dépendent d'une source lumineuse extérieure, et c'est donc ça qui va rendre la bioluminescence aussi extraordinaire. Maintenant, voyageons un peu. Parce que, vous le savez, la bioluminescence ne ressemble pas à la même chose selon où on la rencontre. Le ver luisant que j'ai vu ce soir-là dans mon jardin, il s'appelle l'Empyris noctiluca, littéralement qui luit la nuit. Et pour comprendre pourquoi il brille, il faut comprendre un problème évolutif fascinant. La femelle est aptère, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas d'ailes, et c'est elle qui va émettre cette lumière verdâtre continue. Elle ne peut pas voler, elle ne peut pas partir à la recherche d'un partenaire, mais elle a résolu ce problème d'une façon remarquable, elle brille. Et voilà où ça devient vraiment intéressant, pourquoi la lumière et pas une odeur comme beaucoup d'autres insectes? Eh bien la réponse elle est dans l'évolution elle-même. Les vers luisants ont développé ce système lumineux en partie parce que leurs capacités olfactives sont limitées. La communication chimique, les phéromones, c'est pas du tout leur point fort. Alors la sélection naturelle a favorisé une autre voie, celle de la lumière. Mais ce système ne fonctionne que si de l'autre côté on peut le recevoir. Et c'est là que l'évolution révèle toute son élégance. Les mâles ont développé de gros yeux leur permettant de détecter la lumière dans l'obscurité. Une tête largement pourvue de grands yeux adaptés à la vision nocturne, spécialisés pour capter exactement la longueur d'onde émise par les femelles. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de millions d'années de coévolution. Elle brille, il voit. Chacun a évolué en réponse à l'autre. C'est une histoire d'amour écrite dans les gènes, un signal dans l'obscurité, me voilà, je suis là, et un regard qui a pris au fil du temps à le lire. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette idée, cet émerveillement que j'ai ressenti enfant devant cette lumière verte. En fait, c'était en réalité deux êtres vivants qui avaient coévolué pendant des millions d'années pour se retrouver dans la nuit. Si on voyage un petit peu plus loin, vous avez sûrement déjà vu ces photos de plage où la mer brille la nuit, ces vagues bleues électriques intenses qui semblent sorties tout droit d'un rêve. Eh bien c'est réel, même si, il faut l'avouer, les réseaux sociaux ont tendance à exagérer un petit peu les couleurs. Et les responsables sont parmi des petits êtres vivants qui existent, les dinoflagellés. Ce sont des micro-organismes marins, unicellulaires et invisibles à l'œil nu. Et pourtant, ce sont eux qui illuminent la mer. Mais comment un être aussi minuscule produit-il de la lumière? C'est là que ça devient fascinant. À l'intérieur de chaque cellule se trouvent de minuscules structures qu'on appelle des scintillons. Ce sont des organites qui sont spécialisés dans la production de lumière et que l'on retrouve chez les dinoflagellés. Et donc ces scintillons, ils vont contenir la luciférine et la luciférase, donc les deux molécules qu'on a vues tout à l'heure. Mais le déclencheur, lui, cette fois il est mécanique. Quand la cellule est agitée, donc soit par une vague, le passage d'un poisson ou bien par votre main dans l'eau, c'est là qu'on va provoquer une cascade de réactions chimiques. Le pH à l'intérieur des scintillons va chuter brutalement. Tout ça, ça va activer la luciférase qui va libérer alors la luciférine et déclencher l'émission de lumière. Cette bioluminescence ne dure que 80 millisecondes, un éclair à peine perceptible. Mais si vous multipliez ça par des milliards de cellules agitées simultanément par une vague, eh bien la mer s'allume. Et ce n'est pas seulement beau, c'est stratégique.
La bioluminescence des dinoflagellés aurait un rôle défensif. L'éclair de lumière soudain servirait à effrayer les prédateurs ou à attirer des prédateurs de plus grande taille qui consommeraient eux-mêmes ceux qui s'en prendraient aux dinoflagellés. Une alarme lumineuse miniaturisée à l'échelle d'une cellule. C'est l'un des spectacles naturels les plus magiques qui existent et il est produit par des êtres qu'on ne peut même pas voir. Et puis enfin, il y a les grands fonds. Ces zones de l'océan où la lumière du soleil n'arrive même plus et où règne une obscurité totale et permanente. On pourrait imaginer que la vie est absente ou silencieuse, eh bien c'est tout le contraire. Selon Séverine Martini, spécialiste de bioluminescence à l'Institut méditerranéen d'océanologie, entre 100 et 4000 mètres de profondeur, c'est près de 75% des espèces de plénos de plus d'1 centimètre qui émettent leur propre lumière. Et à 4000 mètres de profondeur, ce chiffre grimpe à 95%. Donc, dans les abysses, briller n'est absolument pas une exception, c'est la norme. Et cette lumière n'est pas utilisée de la même façon par tous. La bioluminescence abyssale est un langage multiple avec plusieurs dialectes. Il y a d'abord la chasse. La baudroie abyssale, ce poisson dont vous avez peut-être déjà vu les images avec ses dents acérées et sa petite lanterne qui se balance devant la gueule, attire des proies exactement comme une lampe attire les moustiques un soir d'été. Et donc la lumière est utilisée comme un piège. Il y a ensuite le camouflage, et celui-là est particulièrement élégant. Entre 300 et 1000 mètres de profondeur, des poissons produisent de la lumière sur leur face ventrale, pour se fondre dans la faible lueur qui descend de la surface. Cette technique s'appelle la contre-illumination. En éclairant leur ventre à la même intensité que la lumière résiduelle venue du haut, ils effacent leur propre silhouette aux yeux des prédateurs qui les regardent de dessous. Disparaître en brillant, il fallait y penser. Et enfin, il y a la communication. Les séquences lumineuses et les couleurs permettent aux espèces de se reconnaître entre elles, et les mâles et femelles émettent des signaux bioluminescents distincts pour signaler leur position et faciliter l'accouplement. Dans le noir absolu, la lumière est devenue l'unique alphabet. J'aimerais terminer sur une pensée qui me revient souvent quand je pense à la bioluminescence. On vit dans un monde où la lumière artificielle est partout. On ne connaît plus vraiment la nuit, la vraie, celle dans laquelle nos ancêtres vivaient. Et pourtant, dans cette nuit que nous avons effacée, le vivant brille encore. Les vers luisants dans les jardins, les dinoflagellés dans les vagues, les créatures des abysses dans leurs océans silencieux. La bioluminescence nous rappelle que la vie n'attend pas qu'on lui donne de la lumière. Elle la fabrique. Elle trouve toujours un moyen de ne pas disparaître dans le noir. Et moi je trouve ça profondément beau. La prochaine fois que vous vous promenez le soir en été, regardez les buissons. Regardez l'herbe, peut-être que vous verrez une petite lumière verte, douce, qui scintille dans la nuit. Ce sera l'Empyris noctiluca, une femelle qui attend, qui brille pour ne pas rester invisible. Si ça intéresse les plus curieux d'entre vous d'approfondir le sujet, je vous mets en description les articles scientifiques sur la bioluminescence qui m'ont aidé à faire cet épisode. Et évidemment, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts, il y a des merveilles partout qui n'attendent que vous.